Bonjour et bienvenue à l'Info. Cette semaine, notre journaliste François Poisson s'entretient avec Claude Lefebvre et Stéphanie Laure et discute de bandes riveraines. Bonne écoute. Alors bonjour, mon nom est François Poisson, vous êtes à Télécœur. Nous recevons aujourd'hui M. Claude Lefebvre, qui est maire de Baie-du-Fèvre, qui est préfet suppléant de la MRC de Nicolet-Yamaska et qui siège pour la MRC sur le comité cours d'eau. Nous recevons aussi Mme Stéphanie Laure, conseillère en environnement à la MRC de Nicolet-Yamaska. Et on va parler de ce qui vous préoccupe, mais particulièrement des bandes riveraines. On va essayer de démystifier ça pour le commun des mortels, puis de faire œuvre de pédagogie idéalement. Alors, Madame Laure, vous avez étudié en quoi exactement, vous? En biologie. En biologie? Oui, bon. biologiste. Puis dans votre emploi, vous couvrez l'environnement complètement, là. C'est pas... Donc là, on va parler de cours d'eau, mais c'est plus large que ça, généralement. Oui, c'est ça. Là, à la MRC, on a un plan de transition écologique. Puis on touche les enjeux de l'eau, gestion de matières résiduelles, biodiversité, changement climatique. Donc vraiment, là, je touche à tous ces volets-là. Puis les bandes riveraines, la gestion de l'eau, ça fait partie de mon mandat. Quel volet demande le plus d'énergie, disons? Oh, c'est pas mal égal, mais disons qu'au niveau de la MRC, c'est sûr que c'est un travail d'équipe. Je suis en charge de mener à terme le plan de transition, mais il y a des mandats là, que c'est mes collègues là, qui mettent en œuvre aussi. Là. Donc, je dirais que c'est ça. C'est pas mal égal partout, mais que c'est un beau travail avec les autres membres de l'équipe. Okay. Est-ce que vous siégez sur le comité cours d'eau ou est aussi M. Lefebvre? Non, c'est ma collègue Isabelle Girard, mais moi, je suis au comité aménagement durable et environnement, où M. Lefebvre siège également. Donc, on traite des autres enjeux, là, des enjeux généraux au niveau du plan de transition, là, au niveau de l'environnement. M. Lefebvre a beaucoup de chapeaux. Oui, oui. Parlez-nous-en donc un peu, s'il vous plaît, du comité cours d'eau, là. Un peu qui est là-dessus. Puis, Oui, bien, en fait, le comité cours d'eau, c'est vraiment pour la gestion de l'entretien des cours d'eau. Hein. Puis, en fait, on est deux membres. C'est pas nécessairement un gros comité. Là. Il y a Stéphane Biron de la Ville de Nicolette qui siège avec moi, avec Isabelle Girard, nécessairement, qui est vraiment la gestionnaire des cours d'eau. Là. OK. Mais des fois, c'est pas les petits comités qui sont les moins efficaces. Non, ni les moins importants. Voilà. Les cours d'eau dans la MRC de Nicolet-Yamaska, il y en a quand même plusieurs. Si on énumérait les principaux, là, vous pouvez partager ça entre vous deux. Bien, regarde, ce qui rentre dans les cours d'eau, c'est pas nécessairement les rivières, parce évidemment, on est drainé par les rivières. On est drainé par la rivière Nicolette, Saint-François, qui sont les majeurs. Là. On a un petit bout de la rivière Yamaska. Puis là, une autre partie de la MRC se jette dans Bécancour. Donc, c'est peut-être les plus connus. Mais sinon, il y a une foule de petits cours d'eau. Je pense à David-Doul, qui est à la frontière de Nicolette et Baie-du-Fèvre, que je connais plus. Là, c'est mon coin, nécessairement. Là, mais... Cours d'eau Landrache, la rivière Saint-Zéphirin, etc. Balustrade, c'est des cours d'eau qui sont... Pour certaines branches de ces cours d'eau-là, on a à faire l'entretien, évidemment, là. Effectivement. Le lac Saint-Pierre? Oui. Ouais, évidemment. Le fleuve. qui commence, en fait, là, à Nicolette. Puis, est-ce qu'on a oublié des cours d'eau? Non, Monsieur Lefebvre a fait un beau topo. Là. On a pris 2000 km là, de cours d'eau à l'échelle de la MRC. Là. Parce que là, il y en a, est-ce qu'ils sont tous nommés? Parce que là, il y a des petits criques, comme on dit, il y a des ruisseaux, sont tous nommés, nos cours d'eau? Ça, c'est des branches. Oui, bien, tu sais, c'est aussi pittoresque que branche 5 de la rivière Brielle. Tu regardes, je dirais, la plupart de ce qu'on vient cours d'eau est nommé, oui, effectivement. Mais ça, c'est comme des cheveux qui s'avancent, qui débutent dans les terres. Puis après, au départ, bien, à un moment donné, c'est carrément qu'un fossé. Okay. Mais nous, on a quand même la responsabilité d'entretenir les cours, en tout cas les fossés et cours d'eau qui drainent plus de 100 hectares. Okay. Fait que même quand ils n'ont pas un nom poétique, il faut s'en occuper.
Exactement. En tout cas, c'est ça, la définition de la MRC, là, si on veut aller vite, là, c'est 100 hectares et plus. Là. OK. Mais il arrive des fois que même si ça draine moins de 100 hectares, ça peut être un cours d'eau naturel qui nécessite quand même le respect des bandes riveraines, OK. effectivement. Là. Puis ça, Madame Laure, c'est de l'eau qui vient de loin, ça, souvent. Oui, bien, le bassin versant de chacun de ces cours d'eau-là part, disons, là, à Saint-François, là, on va jusqu'à Sherbrooke, qui est plus haut encore. À Nicolet également, là, on va dans les Appalaches là, pour la tête des bassins versants. Donc, on est en fin de parcours des rivières. On reçoit un peu tout ce qui prenne au passage pour se jeter là, dans le lac Saint-Pierre, fleuve Saint-Laurent, là, au final. OK. Là. Donc, on est en fin de parcours, nous, à la MRC. Il faut qu'on parle aux autres, parce que finalement, on reçoit ce qu'ils nous envoient. Là. Fait qu'il y a-t-il un bon dialogue comme ça avec les autres territoires, les autres MRC? Bien oui, puis d'ailleurs, il y a des organismes de bassin versant là, qui chapeautent chacun une rivière. Là. Donc, on a un beau travail là, de collaboration avec ces organismes-là. Ils travaillent en concertation à rassembler tous les acteurs là, de ces rivières-là. Là. Donc, nous, on travaille avec Copernic pour la rivière Nicolet, Ouais. COGECEF pour la Saint-François, OBV Yamaska, Gros Bec pour la rivière Bécancour. Là. Donc, on a beaucoup d'intervenants, mais une belle collaboration. OK. C'est quoi les principaux enjeux? On est dans des régions agricoles, hein, on va se le dire. D'ailleurs, M. Lefebvre ici est un agriculteur lui-même avec une ferme laitière. Exact. Donc, il y a de l'intrant qui vient de l'exploitation agricole. C'est quoi les autres enjeux qu'on pourrait retrouver, là? Ah oui, c'est sûr que nous, notre territoire est principalement agricole, mais on peut avoir de l'érosion, là, de l'apport de la matière qui arrive dans les rivières. Plus haut, il y a également peut-être des entreprises ou des milieux urbains qui sont plus densifiés, donc de l'apport de surverse, là, par exemple, là, quand il y a un trop d'eau dans le réseau pluvial, réseau sanitaire, là, que ça se ramasse dans nos cours d'eau. Mais nous, notre enjeu est un peu plus agricole de par les entreprises qui sont présentes là, dans OK. notre territoire. Là. Est-ce qu'ils vont bien, nos cours d'eau, nos rivières? On va demander Ben- ça à biologiste. On a plus J'aurais de une patate réponse. chaude. J'aurais une réponse, mais on va être un petit peu plus pointu. Oui, là, ben, avec, c'est sûr qu'il y a des analyses qui sont faites, là, des suivis qui sont faits là, pour assurer de la qualité de l'eau. Disons qu'au niveau de la rivière Nicolet, c'est plus difficile. Là. On a une qualité d'eau qui est moindre, proche de médiocre, là, selon les différents standards là, environnementaux. Au niveau de la Saint-François, ça va un peu mieux. Mais oui, il y a place à amélioration, on va dire. La Yamaska aussi, je pense. Oui. Ben, c'est Ouais, sûr il y que a nous, on est peu touchés là, par la Yamaska. C'est vraiment Ouais. une petite Ouais. partie, Ben, mais en aussi, effet, oui, c'est ça. OK. Ben, tu sais, la qualité de l'eau va un peu en fonction de ce qu'elle draine, de ce que la rivière va drainer. Là. Puis c'est sûr que la rivière Nicolette, c'est pas une immense rivière. Disons qu'elle prend sa source, c'est déjà des milieux habités, si on veut. Ouais. Quand on va plus loin, quand on va dans les Appalaches, dans les montagnes, c'est très boisé, il y a moins de population. Donc, il y a une partie de l'eau qui arrive dans la rivière qui est quand même saine. Puis là, ben c'est sûr qu'il s'ajoute toutes sortes de trucs quand ça en venait, là. Mais au moins, il y a une bonne base, si on veut, ce qui fait... Puis la Nicolette, elle, ben, elle n'a pas cette chance-là d'avoir un gros volume d'eau qui arrive d'en haut. Fait que c'est un peu plus difficile à ce niveau-là. OK. Puis tu sais, on va prendre les petits cours d'eau qui sont dans des milieux très agricoles, ben, où il n'y a pratiquement pas de boisé. Bien évidemment, la qualité de l'eau s'en ressent parce que oui, il y a des sédiments agricoles qui arrivent dans le cours d'eau, là, puis c'est plus difficile pour ces petits cours d'eau-là. Là. Ça, des fois, on se dit, bon, ben c'est un gros problème. Qu'est-ce que je peux faire par rapport à ça, moi? Mais les bandes riveraines nous amènent un petit peu à parler de solutions. Là. Ça fait partie, je pense, des solutions qui peuvent être apportées à l'amélioration de la qualité de l'eau. De quelle façon? Puis là, on peut parler pour les citoyens, puis ensuite pour ceux qui ont des entreprises agricoles. Là. Mais la bande riveraine en tant que telle, ça fait un tampon entre le terrain, le champ,
de stationnement, peu importe, là, vers le cours d'eau. Donc, c'est une bande de végétation qui va servir de barrière pour retenir certains éléments nutritifs, là, que ce soit le phosphore, l'azote qu'on retrouve particulièrement dans les champs ou pour les engrais de pelouse, mais toutes sortes d'autres choses qui se ramasseraient dans le cours d'eau. Donc, plus la bande... ça a été démontré qu'une bande de 10 mètres, là, c'est assez optimal là, en termes de largeur, mais toute bande de végétation a un effet positif. Donc, la bande riveraine retient les nutriments, retient plein d'éléments, mais a également un effet au niveau de la biodiversité. Là. Ça peut être intéressant, un habitat pour la faune aussi. Donc, ça fait partie des éléments là, qui peuvent jouer sur la qualité de l'eau. Là. Donc, on parle de 10 mètres optimal. Je me suis fait parler des 3 strates. Oui. Arbre, arbuste, herbacé. Oui. Bon. Fait qu'il y a ça aussi, là. Puis peut-être les arbustes là, comme étant un peu la vedette, parce que les arbres, parfois, un arbre, c'est lourd, hein, puis avec des fois des conditions extrêmes qu'on connaît, ils peuvent déraciner puis emporter une partie du terrain avec eux autres. Mais en tout cas, je pense que chacune des strates a son importance et des choses que peut-être auxquelles on ne pense pas là, a priori. Là. Oui, c'est ça. La végétation arbustive va avoir des racines assez intéressantes, une hauteur moins haute. Fait que des gens qui veulent avoir un point de vue aussi, ça peut être le fun. Ouais. Les arbres, là, c'est ça, dans des milieux plus accidentés. Accidentés, avec une pente plus grande, il y a une possibilité que les arbres ils tombent, emportent du sol en même temps. Mais un mélange de tout ça, ça peut aussi être intéressant là, d'avoir, selon la profondeur là, à proximité du cours d'eau, d'avoir différentes strates là, qui remplissent différentes fonctions. Ouais. Ça fait combien de temps qu'on se préoccupe de tout ça? Parce que les générations passées, là, ils faisaient leur champ, puis où ils s'installaient, justement, ils voulaient avoir une vue. Fait que je pense que là, ils n'en faisaient pas trop de cas de ça. Mais là, depuis un certain temps, on a compris certaines affaires, là, au niveau de l'érosion des sols, au niveau de l'apport. Vous parliez de phosphate, entre autres. Donc, ils viennent changer la chimie de l'eau, tout ça. Bien, à quel moment là, on a commencé à dire les bandes riveraines, il faut s'en occuper, c'est important? Écoute, moi, ça fait quand même 8 ans, 9 ans que je suis à la MRC, mais la réglementation au niveau du respect des bandes riveraines puis des mesures séparatrices, tout ça, là, par rapport au cours d'eau, elle date de bien avant, là, puis j'avancerais une vingtaine d'années sans trop me tromper. Là. Okay. Le règlement existe. Donc, il y avait quand même une préoccupation il y a 20 ans. Puis, je veux dire, il y a eu de la sensibilisation. C'est sûr que quand on est arrivé avec le règlement, ça a comme fessé dans le tas. Puis, ça a été un choc un peu pour les riverains, parce que quand on parle de la rivière Nicolette, c'est 10 mètres qui doit être dégagé là, dans notre réglementation. Là. Fait que, il y avait des producteurs qui cultivaient en dedans de ça. Là. Ça fait que oui, il y a eu une adaptation. Les gens ont absorbé le choc, mais on a quand même fait de l'éducation avec les années. Mais là, on est rendu à l'étape de dire, regarde, là, il faut vraiment que ça soit respecté. Mais aussi, il faut dire que les producteurs agricoles ont quand même embarqué là-dedans, là, puis ils le font de bonne foi, puis ils sont sensibilisés, puis ils sont au courant de la valeur que ça peut avoir une bande riveraine. Au niveau des citoyens des périmètres urbains, il y en a qui sont sensibilisés, oui, mais il y en a d'autres que dans un avenir rapproché vont avoir des efforts à faire, effectivement. Là. Est-ce que vous avez les ressources pour faire respecter cette réglementation-là? Ouais, vas-y. Oui. Bien, on s'est donné les moyens. Là. Au niveau du Conseil des maires, là, ils en ont fait une priorité. Donc, on est allé chercher du financement également là, au niveau du ministère des Affaires municipales pour un projet de 3 ans là, pour vraiment accélérer la cadence. Donc, on est allé, pour les 2 premières années, là, donc 2020-2021, le Conseil régional de l'environnement Centre du Québec nous a accompagnés pour faire des suivis, valider sur le terrain là, avec la supervision de notre collègue Elisabeth Girard là, dans ce dossier-là. Puis cette année, donc, on a ramené ça à la MRC parce qu'on a fait l'acquisition d'un drone pour faire un petit inventaire terrain plus rapide. Mais c'est ça, donc on a couvert déjà là, 800 km de bande riveraine en 2 ans. Sur les 2000, vous disiez, on a 2000 Oui, km. 2000 km de cours d'eau, donc c'est 400 km de cours d'eau, disons, là, donc qu'on a couvert. Parce que quand on parle de bande riveraine, il y en a une de chaque côté du cours d'eau. Oui. Donc, c'est ça, dans les 2 premières années.
Puis donc, on a les ressources là, pour assurer pour la suite le suivi. Puis avec le drone, on va avoir une pré-inspection. Donc ça va nous permettre de couvrir plus de kilométrage rapidement parce que c'est les marchés là, qui est la difficulté. C'est ça. Envoyer une ressource sur le terrain, puis c'est pas toujours des conditions faciles, là. Les quenouilles, les ci, les ça. Justement, des fois, c'est pentu un peu, là. Avec le drone ou même avant, est-ce qu'on peut avoir une idée de c'est quoi la proportion de rives là, qui sont problématiques, là, qui n'ont pas le tampon nécessaire? Bien, pour les 2 premières années, là, je vais y aller dans le positif. On a 80 des bandes riveraines là, qui ont été inspectées qui sont réglementaires. 80 Okay. Puis c'est agricole qu'on a débuté là, dans les 2 premières années. Donc, on est agréablement surpris du résultat. Donc, puis les gens qui ne l'étaient pas la première année, quand on est retourné, s'étaient conformés là, en majorité. Là, donc, on est bien contents. Il y a des petits récastrants, mais c'est vraiment l'exception là, à la règle. Je pense qu'il y a de l'aide même financière pour planter, mais c'est peut-être l'irritant vient peut-être de quand c'est le temps d'entretenir, parce que déjà, ils ont leurs exploitations à s'occuper d'eux. Mais quand il faut qu'en plus entretenir la bande riveraine qui est là, qui est leur contribution finalement à la qualité de l'environnement. Bien, il y a 2 volets là-dedans. C'est sûr que nous autres, on a une réglementation qui doit être respectée. Puis c'est minimaliste, si on veut, au point de vue entretien. Tu sais, bon, il faut garder au moins 1 mètre au-dessus du talus, là, nécessairement. Là. C'est pas si large que ça, en fait. Puis dans la plupart des cas, ça va de soi là, que la personne n'irait pas cultiver là. De toute façon, si tu vas trop proche avec la machinerie lourde, ça se peut que... Bon, il y a ça. Mais je veux dire, juste un fauchage, même en principe, il n'y aurait même pas à faucher, mais je veux dire, on permet quand même qu'il y ait une fauche de fait là, en laissant garder un 30 cm idéalement là, de végétation. Là, mais en principe, c'est le seul entretien qu'il y aurait à faire au point de vue réglementaire. Mais là, si la personne veut aller plus loin, veut avoir une bande riveraine élargie, qui va au-delà de la réglementation, bon, ben là, effectivement, là, sans dire que c'est plus compliqué, ben ça demande un peu plus d'attention. Avec les 3 strates, là. Ben effectivement, ça peut être aménagé, puis là, à ce moment-là, le propriétaire ben, peut s'éclater là-dedans. Là. Il peut planter toutes sortes d'affaires, là. Il peut planter des arbres fruitiers. Ben, nous autres, la MRC, là-dessus, on aimerait être capable de les accompagner, ces gens-là. Là. On travaille sur un projet là-dessus. Là. Puis ça va être super intéressant. Là. J'ai hâte que ça soit en fonction. Parce que c'est à leur avantage, parce que ça empêche l'érosion des sols, en plus d'aider la qualité de l'eau. Mais si tu travailles ton sol, puis pouf, il sac son camp quand il y a des événements extrêmes, je sais pas, des pluies abondantes ou... Bien, on a des terrains qui sont faciles à glissement de terrain, qui sont propices au glissement de terrain. Puis, bon, les gens connaissent leur terrain, évidemment, puis ils savent qu'il y a des endroits, c'est plus risqué. Mais qu'il n'y a rien qui se passe là en réalité, puis qu'il il pourrait être aménagé mieux. Là, on peut rentrer dans nos corridors écologiques, là, qu'on essaie de joindre des petites zones boisées à d'autres. Pour que la faune puisse se déplacer. Exactement. Fait que ça fait partie de notre tension écologique, ça aussi. Là. Fait qu'on travaille là-dessus aussi. Là. Mais évidemment, c'est sur une base volontaire. Là. Quand on va rencontrer des propriétaires là-dessus, c'est sur une base volontaire. Mais je dirais que dans la plupart des cas, puis à plus que 90%, les gens embarquent dans ces trucs-là. Là. Parce que ça leur enlève pas nécessairement du terrain cultivable, parce que c'est des zones, justement, qui ne pouvaient pas nécessairement aller, ou en tout cas que c'est plus difficile, ou quoi que ce soit. OK. Fait qu'ils sont intéressés, justement, à ces projets-là. Là. Moi, je trouve, en tout cas, que c'est super motivant, parce que les gens embarquent dans nos affaires. Donc, par rapport à il y a 20 ans, il y a déjà une progression. Oui, absolument, absolument. On le constate, puis, là, on parle de bande riveraine, c'est correct, mais l'agriculture a beaucoup évolué aussi. Du labour, là, promenez-vous dans les campagnes, là, les terrains labourés, là, il n'y en a vraiment pas beaucoup. Là. Beaucoup, beaucoup moins qu'il y en avait. Les gens vont faire des cultures de couverture, puis ça contribue effectivement à limiter l'érosion, puis d'envoyer des sédiments dans le cours d'eau, puis tout ça. Là, fait que, on a une réglementation de base, mais c'est sûr que ce qui est bien, c'est qu'il se fasse encore plus de trucs là, au-delà de ça. Là.
Parce que la pire affaire, c'est les sols à nu, finalement. Là, comme quand il y a une culture de couverture, ben là, déjà, il y a déjà une certaine rétention qui se fait. Puis, Exactement. Un sol à nu est très, très, très sensible à l'érosion. le vent. Puis, Hydrique et éolien, effectivement. Là. OK. Dans notre coin, c'est beaucoup l'hydrique parce qu'il y a beaucoup d'eau. Le printemps nécessairement, mais là, on a des épisodes de pluie abondante de plus en plus. Fait qu'il faut protéger notre ressource, il faut protéger nos sols. Puis ça vaut dans la campagne, mais ça vaut aussi dans le périmètre urbain. Dans le périmètre urbain, les gens n'ont pas des grands terrains. S'il y a un décrochage de 3-4 mètres, là, c'est pas intéressant. Là. Si on peut en parler aux gens des îles de la Madeleine, hein, qui perdent carrément là, leur terrain. Fait que c'est une réalité. Puis c'est peut-être. Est-ce que c'est ça qui amène une réceptivité plus grande? Le fait, bon, les changements climatiques, là, au début, les gens, il y en a qui en doutaient, mais je pense que là, on n'a pas le choix. On est confronté à ça. Comme agriculteur, vous vivez des réalités. Là, il y a des années, je pense qu'il y a plus d'années difficiles peut-être qu'avant. Oh, oui, on a beaucoup plus d'épisodes intenses, là, si on veut, là, de pluie abondante. L'année passée, c'était la sécheresse. Cette année, c'est le contraire. Ouais. Fait que oui, ça aide à la conscientisation, effectivement. Quoique depuis quand même un bon nombre d'années, il y a des précurseurs, si on veut, qui travaillent à des techniques là, pour améliorer la résilience des sols. Là. Puis garde, on va jusqu'au gouvernement du Québec là, qui a compris qu'il fallait qu'il s'implique dans le dossier. Là. À un moment donné, les précurseurs, c'est le fun. Ils ont fait ça parce qu'ils y croyaient, mais il faut que les autres suivent aussi là, parce que on s'en sortira pas. Puis c'est une ressource qui n'est pas inépuisable, là, le sol. Il faut l'entretenir. Là. Puis là, on est rendu à parler d'agriculture régénératrice, puis tout ça. Puis c'est un concept qui était complètement inconnu là, il y a quelques années, mais ce qu'on vise, c'est d'améliorer la santé des sols, de mettre de la matière organique dedans, de le conserver chez nous, puis de réduire les utilisations d'engrais puis de pesticides, tout ça. Là, Parce que ça a une grande incidence là, dans les cours d'eau là, quand ça s'y rend. Là. Qu'est-ce que ça peut modifier? Bon, j'imagine la faune, là, les animales, entre autres, mais c'est quoi les grosses modifications que ça entraîne? Bien, au niveau de la qualité de l'eau, c'est sûr que c'est l'eau, au niveau de la rivière Nicolette, disons, là, c'est de l'eau qui est consommée par plusieurs citoyens. Donc, s'il y a des éléments qui s'y trouvent, il y a des traitements aussi supplémentaires qui doivent être faits. Ou plus importants, disons, que ceux qui sont faits d'habitude. Au niveau de la faune, c'est sûr que c'est un très, très grand impact. Là. Donc, là, c'est des habitats, des milieux de vie là, pour les poissons, pour les oiseaux, plusieurs éléments comme ça. Donc, si on réduit la qualité de ces milieux-là, ben, ça affecte les populations à ce niveau-là. Au niveau du lac Saint-Pierre, c'est la perche chaude, là, qui est une espèce qui est très affectée là, au niveau de la perte d'habitat, mais aussi au niveau de la qualité de l'eau. Donc, nous, c'est une chose qu'on entend beaucoup au niveau de la perche chaude là, au lac Saint-Pierre. Donc, l'eau, c'est celle qu'on consomme, c'est essentiel à la vie. Donc, on fait attention. Mais je pense qu'au niveau des producteurs, le fait de savoir que c'est des investissements aussi qu'ils font dans leur champ en termes d'engrais et compagnie, puis que ça s'en va dans le cours d'eau par après, c'est un élément aussi comme qui tirer l'argent par les fenêtres, finalement. Oui, donc c'est un élément supplémentaire là, pour la motivation de voir que, oui, il y a vraiment un lessivage qui se fait et que ça s'en va dans le cours d'eau. Là, votre drone, ça ne vous permet pas d'aller voir ce qu'il y a en dessous de l'eau, là. Non. Mais il doit y avoir des inventaires aussi qui se font Mais c'est tout nouveau, là. Okay. C'est tout nouveau, le drone, là, on commence à l'essayer. Qui c'est qui pilote ça, là? C'est notre géomaticien, là, Simon Lévesque, là, qui est à l'université, là, qui a fait sa formation et tout, là. Donc, on va piloter ça pour aller faire vraiment comme un inventaire préliminaire au niveau des cours d'eau, là, vraiment voir... s'il y a des secteurs plus problématiques que d'autres. Puis après, s'il y en a, ben on fait un suivi terrain. Donc, ça va nous permettre de couvrir plus de territoire plus rapidement là, à ce niveau-là. Ben là, c'est un peu compliqué. Il faut faire des plans de vol, faut... il y a aussi une réglementation. Puis, oui, c'est ça. Puis quand les gens voient des drones dans leur coin, là, sont préoccupés un peu, qu'est-ce que c'est que ça? Puis
Vous allez être dans quel coin cet été avec votre drone? Là? Bien, en fait, là, on a déjà avisé avec une lettre là, les secteurs où on allait être là, avec le drone. Donc, c'est vraiment des tests, là, donc les citoyens qui vont le voir passer. Là, puis vraiment, c'est fait à... on va pas au-dessus des habitations, là, ça c'est au niveau des champs, des cours d'eau, mais on évite vraiment d'être près des habitations là, le plus possible là, pour pas empiéter dans l'intimité des gens. Là, donc, oui. Bien, pour faire des rivières en canot de temps en temps, il y en a que ça doit être assez délicat de faire voler un drone parce que des fois, il y a un couvert au-dessus. Là, fait que t'as comme... dépendamment des rivières, en tout cas, je pense qu'il y en a qui sont plus difficiles à négocier que d'autres. Là. Fait que chapeau à votre pilote. Ouais. Il va gagner sa paye. Oui. Bien, merci de nous avoir éclairés sur cet aspect-là de votre travail, de notre environnement. Je pense que c'est des choses que les gens gagnent à savoir pour pouvoir contribuer eux autres mêmes puis prêter attention à ça. Alors, bien, merci de vous occuper de vous préoccuper de la qualité de nos cours d'eau. M. Claude Lefebvre, M. le maire et Mme Stéphanie Laure de la MRC. Merci beaucoup. Bien, merci à vous. Laissez-moi vous jaser une histoire perdue. C'est la honte, c'est la peur, on veut pas en parler. Dans un coin bien profond, dans une maison de Dieu, un secret se dévoile et jamais résolu. La légende, la jeune fille oubliée. La légende, la jeune fille oubliée. Dans une fête de quartier, sur le perron d'une église, son regard a croisé ses yeux qui brillaient, remarquant qu'elle tremblait. Il lui
donne sa crémone et lui dit d'où il vient. Et ce moment passait. Tout son âme est tordue et son corps n'en peut plus. Elle rêvait jour et nuit à celui qu'elle aimait. Elle quitta en secret ses parents et la ville